vous sur Sud Radio pour le débat d'actualité avec vous, avec aujourd'hui Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour Mehdi. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Jérôme Ripoul, bonjour à tous. Directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais, et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Je l'ai évoqué bonjour Éric, parmi les sujets, il y a bien évidemment ce reconfinement improvisé, mettons des guillemets pour ne pas dire autre chose, cette prestation, j'allais dire performance, cette non-performance du Premier ministre hier absolument catastrophique au journal de 20h, tant sur la forme que sur le fond. Et puis Samuel Paty, un hommage à minima. On avait parlé d'une journée d'hommage, ça se transforme en une minute de silence avec des consignes pour le moins étranges données par les différents rectorats avec beaucoup de prudence. On va en reparler. On va tout de même vous écouter, voir ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jérôme Ripoul, on commence avec un livre pour ceux qui veulent continuer à lire. Voilà, un livre qui est un livre sur l'avocat du diable, et le diable c'est Donald Trump. Roy Cohn, en fait, c'est Philippe Corbet qui a écrit ce livre et qui nous plonge des années du macartisme, donc dans les années 50, jusqu'à l'émergence de Donald Trump, puisque cet avocat Roy Cohn a été en lien avec la mafia et a négocié notamment pour Trump le fait d'utiliser pour sa Trump Tower du béton de la mafia. Et donc ce livre est passionnant parce que il démontre un petit peu que toute une partie de ce qu'est aujourd'hui Donald Trump est lié à cet apprentissage qu'il a eu avec cet avocat, qui est un menteur invétéré, quelqu'un qui corrompt les juges, les politiques, etc. Et en fait, toute une partie de ce que Donald Trump est aujourd'hui a été dicté, a été appris avec Roy Cohn, et au point qu'en 2017, quand il arrive à la Maison-Blanche, il a des ennuis judiciaires, il dit « Où est mon Roy Cohn ?» Sauf qu'il est mort depuis longtemps du sida, puisque c'était un avocat juif homosexuel qui a été une des premières victimes du sida, et donc il a perdu ce mentor qui a été important dans sa carrière et qui l'a surtout appris à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Oui, enfin il l'a perdu, c'est lui qui l'a un petit peu largué en route. Il n'a pas été très reconnaissant avec lui, il l'a complètement abandonné, mais c'est vrai que c'est un bouquin absolument passionnant, très intéressant. Philippe Corbet, très Philippe intéressant. Corbet, effectivement, je crois que c'est chez Grasset. C'est chez Grasset. Absolument. Non, je l'ai recommandé dans le coup de cœur des libraires parce que c'est un éclairage, un personnage en plus tout à fait étonnant. Éric Verhaeghe. Oui. Alors moi, j'ai un coup de cœur que j'adresse aux jeunes musulmans qui ont décidé de protéger, au moins symboliquement, la cathédrale de Lodève. Après avoir manifesté leur soutien et leur solidarité avec la communauté catholique de Nice, après l'attentat de Nice. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ces signaux et de ces engagements positifs, parce que on sent bien que la société est en train de se tendre. Et le fait d'avoir des jeunes musulmans qui manifestent clairement leur solidarité, je pense que c'est un geste très important. Je pense qu'il faut l'encourager, puisqu'on a besoin aujourd'hui d'entendre dans les communautés musulmanes de France des signes positifs et clairs de refus du terrorisme et de l'islamisme. Oui, alors il y a eu des mouvements, plusieurs mouvements de ce type, en particulier dans certaines villes de musulmans qui sont allés à la messe du 1er novembre. Jérôme Ripoul, oui. Oui, il y a eu plusieurs. J'ai vu en région parisienne, en Languedoc-Roussillon, effectivement, en Occitanie. Il y a plusieurs endroits où il y a eu ces signaux qui sont quand même très, très, très rassurants sur l'unité de la communauté nationale. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont si rassurants, d'être moins positifs et moins optimistes qu'Éric pour le coup. Mais le sujet n'est pas un sujet disons, d'œcuménisme. Le problème n'est pas du tout là. Le problème n'est pas de se soutenir entre croyants. Après tout, au fond, les croyants, on les voyait manifester les uns bras dessus, bras dessous avec les autres. Par exemple, contre le mariage pour tous, il y a quelques années. Bon. Donc le fait que les croyants se retrouvent
n'a pas grand-chose finalement d'étonnant. Le problème, c'est quand même d'accepter plutôt les règles de la République. Et donc, bon, évidemment, tout ça est fort sympathique. C'est toujours mieux quand les gens se retrouvent et quand les gens sympathisent que quand ils s'affrontent, ça c'est évident. Mais quand même, attention à ne pas se réfugier derrière des faux symboles, derrière des fausses bonnes nouvelles, pour oublier en réalité la masse des problèmes. Et le problème numéro 1 n'est pas un problème en réalité disons de religion. L'œcuménisme, c'est vrai, c'est ce que vous disiez, c'est pas de l'œcuménisme. De coexistence entre les croyants. Le vrai problème, c'est quand même l'adhésion au principe de laïcité. Et d'ailleurs, on voit bien, on a entendu l'archevêque de Toulouse, je crois, il y a quelques jours, qui disait qu'il ne fallait pas publier les caricatures, on ne pouvait pas insulter Dieu impunément. On voit bien que dans toutes les religions, alors aujourd'hui, il y a un sujet particulier avec la religion musulmane, mais on voit bien que dans toutes les religions, il y a un certain nombre de gens qui s'accordent les uns les autres pour mettre en cause la République et mettre en cause l'autorité de la République, et notamment la question laïque. Exact. Oui. Frédéric Dabi, ça va dans le sens de votre coup de gueule, tout à fait. Oui, ce que dit Mehdi Ouraoui est très juste. C'est tout à fait mon coup de gueule. C'est un coup de gueule après toute une série de déclarations ambiguës émanant de personnalités diverses, remettant plus ou moins en cause le droit à la caricature. 15 jours à peine après l'assassinat ignoble de Samuel Paty, le jour de cet hommage, comme vous le disiez, Valérie, à minima qui lui est rendu. C'est Benoît Hamon qui parle de transmettre sans pour autant offenser. C'est, comme le disait Mehdi Ouraoui, l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, qui dit qu'on met de l'huile sur le feu avec les caricatures, qu'on ne doit pas se moquer de religion. Et le pompon, si je puis dire, c'est ce matin. On n'est pas obligé pour enseigner la liberté d'expression de montrer des caricatures qui sont à la limite de la pornographie. Voilà, de la pornographie. On a donc au début des renoncements, des petites lâchetés. Je ne parlerai pas d'esprit munichois, je déteste les points Godwin, il faut laisser la guerre là où elle est. Mais clairement, on a des déclarations qui sont extrêmement peu honorables et surtout, je remets ma casquette de sondeur, qui vont complètement à l'encontre de ce que nous disent les Français dans nos enquêtes sur la laïcité. Reprenons, Valérie, notre balise d'il y a une dizaine de jours, où pour 78% des Français interrogés, il était justifié que les enseignants montrent à leurs élèves des dessins caricaturant ou se moquant notamment des religions afin d'illustrer les formes de la liberté d'expression. Ces trois personnalités que je viens de citer sont complètement, je dirais, à la remorque de ce que nous disent les Français dans nos enquêtes. Oui, Luc Ferry, très précisément, a dit on n'est pas obligé pour enseigner la liberté d'expression de montrer des caricatures qui sont à la limite de la pornographie. Je vais me permettre de dire que Samuel Paty, c'est quand même extrêmement maladroit, mais on est habitué avec ce monsieur. Surtout pour un ancien ministre de l'éducation nationale. Oui. Et je plains sa femme, si je puis me permettre, parce que si pour lui montrer une paire de testicules, c'est de la pornographie, je ne sais pas quel type de film il a vu, mais de la pornographie, c'est pas ça, c'est un dessin. Et voilà, mais ça m'a Oui, ça m'a extrêmement choqué. Oui, visiblement dire que ces dessins sont mais c'est ce que disait Jules tout à l'heure, le dessinateur, en disant mais que les gens soient choqués, c'est bien, c'est fait pour choquer les caricatures, c'est le but des caricatures. Maintenant, est-ce que pour autant on doit prendre des armes pour aller tuer les gens qui les ont dessinés? C'est encore autre chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre coup de gueule, Frédéric. Il y a quand même deux points de vue qu'il faut mettre de part et d'autre. C'est d'une part un ancien ministre de l'Éducation nationale, et ses propos sont, je trouve, absolument déplacés, inconvenants, et le jour, ce jour particulier. Et deuxièmement, des représentants des églises, qui de toute façon s'adapte difficilement, on le voit, à la laïcité, que ce soit, il y a tous les corps religieux ont des difficultés à intégrer la laïcité, et ce qu'a dit Monseigneur Le Gall est caractéristique de ça. Après, je pense qu'il y a aussi chez les catholiques, et c'est peut-être ce qui se trouve derrière chez Le Gall, une crainte de se dire mais finalement où est-ce que tout ça va, et est-ce que tout ça mérite qu'on en arrive à des tueries. J'ai envie de leur dire, le problème c'est qu'il y a plein de pays qui n'ont pas diffusé des caricatures, que ce soit en Espagne ou ailleurs, et qui aujourd'hui sont sous le coup du terrorisme. Donc en clair, c'est un petit peu des accords, j'ai presque des accords avec le diable, que de commencer à tenir ce genre de discours. C'est très dangereux, et ils devraient effectivement retourner au moins cette fois leur langue dans leur bouche avant de communiquer. On a vu quand même des
des prêtres qui avaient pris la parole et qui n'avaient pas pris la parole à bon escient ces derniers temps. Oui, mais enfin les prêtres, j'ai envie de dire, c'est leur boulot de faire ça. Après, qu'un ministre de la République fait ça, c'est totalement déplacé. Ou que même le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ce week-end, pareil, est affirmé qu'il ne fallait pas caricaturer. Enfin, c'est là où ça devient plus embêtant. Les curés, ils sont là pour dire ce qu'ils ont, pour prêcher pour leur paroisse, si je puis me permettre. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que des politiques... Ils ont parfois du mal à faire. Est-ce qu'ils ont du mal à faire, absolument. Alors, Mehdi Ouraoui, votre coup de gueule. Alors pour le coup, on parlait de l'acheter, mais là on y est en plein. Moi vraiment, je suis exaspéré par les arrêtés municipaux qui ont été pris ces derniers jours par des maires qui prétendent se rebeller, soi-disant, contre l'autorité de l'État pour défendre leurs bons administrés, etc. Mais enfin, qui a permis à ces grandes surfaces de s'installer en périphérie de leur ville, qui a depuis maintenant des décennies dans notre pays émietté le territoire et saccagé nos centres-villes en permettant à ces grandes enseignes de créer ces énormes centres commerciaux où on va se perdre le dimanche parce qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucune activité à avoir en centre-ville, d'ailleurs ces maires ne sont pas tous sans étiquette et donc qui maintenant depuis des décennies dans leur parti, dans les grands partis auxquels parfois et même souvent ils sont affiliés quand ce sont des maires de grandes villes. Donc ces grands partis de droite comme de gauche d'ailleurs a laissé Amazon se goinfrer de nos recettes fiscales maintenant depuis là aussi presque 2 décennies. Et donc je trouve quand même assez dégueulasse pour dire les choses de voir ces élus qui en réalité d'abord n'ont pas fait leur boulot pour ce qui est de la préservation des centres-villes aujourd'hui jouer les rebelles et flatter en réalité par électoralisme et par clientélisme des commerçants désespérés qui eux prendront les amendes parce que quand même à la fin ce ne sont pas les maires en question qui prendront les amendes, éventuellement ils se feront retoquer ou taper gentiment sur les doigts par le préfet, mais enfin à la fin qui paiera les amendes ce sera les commerçants et ce seront les commerçants en question. Et donc je suis assez quand même exaspéré par leur attitude alors que quand même leur boulot d'abord a été plutôt de s'occuper de ce qui se passe dans les écoles parce que c'est quand même on va y revenir de ça qu'ils sont chargés aujourd'hui en cette journée de rentrée. Et puis éventuellement, si vraiment ils avaient voulu être efficaces, et ben organiser. Moi, il y a plein d'endroits, par exemple chez moi au Pays Basque, où ça a été organisé. Alors je me rappelle qu'à l'époque, Eric se moquait de moi, se moquait de mon provincialisme pour ça, mais en disant que c'était pas possible à Paris. Mais enfin, la suite des événements a montré l'inverse, c'est-à-dire que des drives ont été organisés partout, des drives à la fois pour un relais paysan pour nos agriculteurs, pour nos marchés, pour des petits commerçants, des libraires, etc., qui se sont organisés. Et donc le travail des élus aurait été d'investir là-dedans, de mettre le paquet sur cette transformation technologique qui aurait permis à beaucoup de commerçants de beaucoup mieux affronter cette crise, plutôt que de faire des effets de manche avec des arrêtés municipaux qui leur coûtent pas très cher, qui coûteront peut-être cher à la collectivité, malheureusement. Eh ben, on va y revenir, c'est notre sujet, entre autres, sur ce reconfinement un peu compliqué, hein, c'est un euphémisme. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio et on vous attend au 0826 300 300 évidemment pour réagir si vous êtes commerçant, si vous êtes consterné par la fermeture des petits commerces ou si au contraire vous estimez que c'est une bonne chose. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais, et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Ce reconfinement, vous le sentez comment, vous? Parce que visiblement, les Français n'y sont pas, ne comprennent pas grand-chose, et en tout cas, ils sont assez rétifs. On va en parler peut-être avec vous, Frédéric Dabi. Il semblerait que... Oui. Je ne partage pas votre point de vue, Valérie, et ce n'est pas mon point de vue à moi, c'est notre dernière enquête, il faut fiduciaire. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour voir par rapport au sondage et par rapport au ressenti ou ce qu'on peut voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc peut-être les sondages sont plus pointus, plus précis. Non, ce sont des instruments complémentaires. Dans notre dernière enquête faite au lendemain de l'intervention présidentielle, on a quand même une acceptabilité qui reste forte des différentes mesures annoncées, notamment ce reconfinement soutenu aux 2 tiers. Alors, 2 tiers, ça veut dire qu'il y a un tiers qui n'y est pas favorable. Et un tiers, c'est une minorité,
mais ça fait beaucoup de monde. Ça fait une quinzaine de millions d'électeurs si on est sur une logique d'extrapolation. Moi, ce qui me frappe au-delà de cette acceptabilité, c'est que les Français ne sont pas entrés dans ce deuxième, je n'ose pas dire second, confinement de la même manière que pour le premier. Le premier, c'était une aventure collective, c'était l'idée de faire un sacrifice limité dans le temps pour reprendre après le cours des jours heureux, comme disait Emmanuel Macron, voire Jean-Luc Mélenchon par le passé. Là, très clairement, les Français ont intériorisé que le confinement serait long, et surtout, et c'est là qu'il y a une vraie fragilité, une forme d'épuisement dans l'opinion publique, on a une incapacité de se projeter et une vraie incertitude sur le devenir de cette maladie en France, puisque quand on interroge les Français dans une enquête Nocom publiée ce matin dans Le Parisien, une toute petite minorité pense, je crois que c'est à peine 12%, que le confinement s'arrêtera le 1er décembre. Cette incapacité à se projeter qui, je dirais, mine l'adhésion à ces différentes mesures. Oui. Alors, Mehdi Houraoui. Oui, bon, alors, quand on prend ces chiffres dans leur masse, disons, évidemment qu'on voit que nos compatriotes sont plutôt disciplinés tant que le confinement reste un confinement light. La question, c'est ce qui se passera si on devait passer à un vrai confinement, parce que la réalité, mais c'est que tout le monde est dehors. C'est-à-dire, tout le monde a une bonne raison d'être dehors. Voilà, c'était là-dessus. Déposer les enfants, aller faire sa petite course, aller déposer quelque chose au bureau. Ou aller sur le chantier, aller aux champs. Bon, là, bref, chacun a une bonne raison d'être dehors. Ça n'a rien à voir avec le premier confinement. Et on voit bien, en particulier, on parlait à l'instant de la question des grandes surfaces, etc., toute l'absurdité d'un confinement qui n'est pas du tout préparé, qui chaque jour réserve son lot de surprises. C'est-à-dire, un jour, vous ne pourrez plus acheter votre maquillage. Le lendemain, vous ne pourrez plus, acheter votre pelle à tarte. Le surlendemain, attention, on referme les librairies et on ferme les rayons livres des supermarchés. Donc, pour l'instant, c'est très difficile en réalité de savoir si, dans sa grande masse, le pays peut adhérer à un confinement qui risque d'être, dans les semaines qui viennent, en réalité un confinement dur. Et le problème aujourd'hui, je trouve, c'est quand même... On parlait de la lâcheté et de l'incapacité à assumer ses responsabilités politiques. Je trouve que c'est pas idiot pour une question d'acceptabilité sociale d'aller par palier, et donc de dire, bon, d'abord un couvre-feu 21h, ensuite un couvre-feu 19h, ensuite un couvre-feu les soirs et week-ends, etc. C'est un peu supplé chinois quand même, hein. C'est un peu supplé chinois, mais en même temps, ça permet aussi de se préparer, ça permet de gérer les problèmes du quotidien, etc. Moi, je veux pas jeter tout le temps la pierre au gouvernement, mais en revanche, la façon dont c'est fait en ce moment est complètement idiote. C'est-à-dire que simplement, il faut dire aux gens la réalité des choses. C'est-à-dire que si vraiment, moi je suis pas médecin, c'est que si vraiment le virus circule plus vite et plus violent que le premier, enfin que là, dans le premier confinement, le confinement actuel ne sert à rien. C'est-à-dire que il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que vous êtes dehors. Vous faites plein de choses, vous allez faire vos courses, vous allez au travail. En réalité, les hôpitaux sont déjà submergés et donc le confinement qu'on nous fait vivre en ce moment ne sert à rien. C'est un vrai faux confinement qui ne sert à rien. Il ne sert pas à rien. Il sert pas à rien. Oui, parce que avant d'avoir des résultats, les amis, là, dans le sud, il est. Oui, moi je partage cette opinion. Dans le sud, il est relativement respecté. Enfin, dans le sud, pas Pays Basque, mais côté catalan, côté Perpignan. Moi, je pense qu'il y a une chose qui mine la politique d'Emmanuel Macron sur le confinement, c'est que depuis le début, il explique qu'il concilie santé et économie. C'est faux. Il a pris comme grille de lecture la santé. Et une grille de santé très particulière. Pourquoi ? Parce qu'on ne dit pas aux Français qu'aujourd'hui, l'âge médian de ceux qui décèdent du Covid, c'est 85 ans. On n'arrête pas de nous répéter à longueur de journée qu'effectivement, il y a des cas de jeunes personnes. C'est vrai. Mais globalement, aujourd'hui, le problème hospitalier, c'est un problème de gestion d'une population qui est vieillissante et qui, aujourd'hui, il faut le dire, est en train d'être et occupe la majorité des places de réanimation. Et c'est ce qui, en fait, embolise complètement le système hospitalier. Et que Emmanuel Macron, à aucun moment, ici il l'a dit, je crois d'ailleurs, il a dit on a envisagé un confinement des personnes à risque, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager que les personnes de plus d'un certain âge, les seniors, les diabétiques, etc.,
et d'autres personnes qui sont en maladie chronique bénéficient de mesures spécifiques pour être confinées. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de confiner une société pour protéger, ce qui est tout à fait entendable, mais ça n'a jamais été dit, une partie de la population. Et ça, je pense, c'est ce qui pose problème. Et l'autre problème par rapport à ce qu'a dit Frédéric, c'est qu'on voit bien que Macron a toujours... quand il gère les masses, sur les masses, effectivement, le confinement est bien pris. Mais c'est les minorités agissantes que ne sait pas gérer Emmanuel Macron. Et là, il va avoir, avec des maires, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, avec les commerçants et avec les indépendants, de graves problèmes à venir parce qu'ils sont dans une situation, un marasme économique qui est majeur. Et ça, je pense que cette question n'est pas réglée. Et ce ne sont pas des gens qui ont envie de bénéficier d'aide, ils ont envie de travailler. Et ça, c'est dans le contexte qui est le suivant, on ne leur donne pas la possibilité, ce qui peut être entendable, mais ça n'a jamais été expliqué, qu'on privilégiait la santé sur l'économie. Oui. Éric Verhaeghe. Oui, mais moi je suis frappé quand même de voir qu'il y a que ce confinement, il est accueilli avec un double sentiment de mon point de vue. Mais moi je regarde ce qui se passe à Paris essentiellement, et j'ai une connaissance livresque de ce qui se passe ailleurs, mais je remarque quand même qu'il y a une vraie indifférence vis-à-vis de la parole politique aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'imprime pas, comme on dit. Moi, je ne savais même pas que le Premier ministre passait à la télévision hier soir, et ce qu'il a dit est totalement lunaire, c'est-à-dire expliquer à des petits commerçants qu'ils vont rester fermés quoi qu'il arrive, et qu'au lieu de permettre de desserrer un peu l'étau, on va fermer un certain nombre de rayons dans les grandes surfaces. Tout ça est totalement ahurissant, incompréhensible. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a une forme d'indifférence, c'est-à-dire que les Français constatent qu'il y a un gouvernement qui patauge dans sa mare, qui tient des discours qui sont très éloignés de la réalité, et que finalement, est-ce qu'il a les moyens de les appliquer alors que le pays est mis à feu et à sang par le terrorisme, et tout le monde se dit, il vaut mieux utiliser les policiers pour protéger les personnes exposées au risque, pour protéger les lieux exposés au risque, plutôt que pour faire respecter le confinement. Donc de ce point de vue, je pense qu'il y a une indifférence profonde et en même temps une sidération vis-à-vis, en effet, de la déconnexion de ces élus. Quand on entend Bruno Le Maire dénoncer l'irresponsabilité des maires qui couvrent leurs petits commerçants qui ouvrent, on se dit, mais est-ce que les élus ont compris, est-ce que les pouvoirs publics ont compris qu'il y a en effet 1,5 million en France de travailleurs indépendants qui sont complètement exsangues et qui n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. Et ce sentiment de déconnexion totale, il est sidérant et je pense qu'il produit une vraie sidération dans l'opinion publique. Et pour le coup, je ne sais pas en effet sur quoi elle débouchera. Oui, les chiffres qu'a rappelé Olivier Véran ce week-end, un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Respectons ce confinement et soyons solidaires, parce que c'est vrai que j'ai vu effectivement sur les réseaux des médecins réagir en disant non, il ne faut pas rouvrir les petits commerces, le virus circule, il faut être extrêmement vigilant. Alors après, effectivement, dans un deuxième temps, c'est l'incohérence des mesures où on nous annonce les grandes surfaces seront ouvertes et puis hier on va fermer. Vous avez vu ces images absolument hallucinantes de livres, des rayons livres qui étaient coiffés d'interdits. Donc c'est vrai que ce sont cette espèce de stop and go qui est assez incompréhensible, Jérôme Ripoul. Hier soir, le Premier ministre a quand même dit qu'il y allait avoir 2 traitements, selon que vous soyez en physique ou en distanciel. Si vous êtes Amazon, pour vous, c'est tout bénef. C'est royal. C'est royal. Et si vous êtes dur, il a dit qu'il fallait pas, c'était pas bien, il a dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut arrêter de consommer. Non, mais il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'en clair, il nous dit, je vais interdire aux grandes surfaces. Et il nous dit, en fait, il organise son incapacité à agir. Je ne vais pas interdire à Amazon. Mais que n'a-t-il la possibilité à ce moment-là? Le discours serait plus entendable en disant j'interdis aux grandes surfaces et Amazon. Mais là, on nous dit potentiellement les GAFA vont être taxés. Oui, c'est le serpent de mer depuis 2 ans. Donc je pense que là, le discours, il est absolument inaudible et que les Français risquent d'être complètement perdus face à ces palinaudis. Et je ne vous dis pas en plus, quand on vous dit que dans 15 jours, on va réexaminer la possibilité
possibilité d'ouvrir. Moi, contrairement à ce que dit Mehdi, je ne crois pas du tout en confinement dur. Je pense que le confinement va se déliter parce qu'il est intenable. Il est intenable. Moi, ce qui m'ennuie dans tout ce débat, et je vous redonne la parole, c'est je vois la réaction de nos auditeurs. Cédric nous dit les chiffres bidonnés par Véran. Brigitte nous dit oui, il y a mort du Covid et mort avec le Covid. C'est qu'il y a une défiance vis-à-vis de la maladie et vis-à-vis officiel sur la maladie. Mais je veux dire, encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans les réanimations? Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Il y a bien des malades, on les a pas inventés. Il y a des septuagénaires, des octogénaires et des nonagénaires. Il n'y a pas que ça. Non, mais ils occupent 80% des lits. Valérie. Et d'ailleurs, ces chiffres, vous ne les avez pas, Valérie, hein? On ne vous a pas donné le problème, c'est que quand vous avez affaire à des politiques, qui malheureusement subissent la plus grave crise de défiance qu'on ait vécue depuis probablement quelque chose comme 60 ans dans ce pays. Donc depuis en gros la guerre d'Algérie et un peu avant. Donc des politiques qui sont balayées par la défiance, qui par ailleurs se sont trompées. Par ailleurs, qui ont commis des erreurs dans la gestion de la crise. Là, je ne dis pas qu'on aurait fait mieux les uns ou les autres, mais en tout cas, eux se sont plantés au point de tout ça a paru même grossier aux yeux de gens qui ne sont pas des spécialistes, y compris aux yeux du citoyen lambda. C'est-à-dire, le citoyen lambda s'est dit, mais quand même, ces gens-là gèrent cette crise de façon très amateur. Et donc, le problème, c'est que même quand ils émettent des vérités scientifiques, qui sont délivrées par des scientifiques, par des médecins, etc., ils ne sont plus crédibles. Et ça nous renvoie aussi au principal problème que nous traversons dans cette crise, c'est le problème de l'impuissance du politique, même plus vraiment de sa crédibilité. Mais on parle d'Amazon. Ces gens-là vous croyez quand même pas que Amazon a peur du brave monsieur Castex. Et personne ne pense dans ce pays que les GAFAM ont peur du brave monsieur Castex. Personne n'a peur du brave monsieur Castex. La politique est devenue quelque chose d'assez pitoyable où on gouverne en cherchant avec qui ne pas se fâcher. Et donc la prochaine décision est toujours la décision qui ne fâchera pas telle ou telle catégorie. Là, ils ont fâché tout le monde. Les supermarchés, on a vu la réaction des supermarchés hier soir dès le discours du Premier ministre. C'est incroyable quand même comme dévalorisation de la parole d'un Premier ministre d'avoir le patron des syndicats de la grande distribution qui dit mais allez vous faire voir, changez votre décision. Vous vous rendez compte quand même? Enfin, je sais pas, on est quand même la France. C'est le Premier ministre de la France. Vous avez quand même le chef des épiciers qui dit au Premier ministre écoutez, maintenant vous allez changer votre décision. Et donc on est arrivé à un tel stade de dévalorisation de la parole politique que malheureusement on entre, à mon avis, et c'est le plus inquiétant, dans une phase d'instabilité très forte, dans une phase où on a vécu les gilets jaunes il y a maintenant 1 an et demi. Je crains que le choc social que provoque cette crise, malheureusement, parce qu'effectivement on n'a pas voulu se fâcher, par exemple, avec les plus de 65 ans à la veille d'une élection présidentielle. C'est ça, le choc social qu'on va vivre collectivement, à mon avis, est extrêmement préoccupant pour la stabilité politique du pays. Frédéric Dabi, sur cette... Pardon, je ne partage pas complètement ce qui a été dit. Moi, je suis frappé dans nos enquêtes. Alors, qu'on se mette bien d'accord, je ne suis pas sondophile. Le sondage n'est pas toute la vérité. Il y a des nuances, il y a des éléments qualitatifs, mais ça donne un état des lieux. Moi, ce qui me frappe dans les enquêtes, IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio, et la dernière faite pour Nocom, c'est à quel point la peur du virus a progressé. 27 points par rapport à l'enquête réalisée juste après le déconfinement. Il y a une forte prise de conscience d'une crise sanitaire plus longue que prévu. Alors, c'est vrai par rapport à ce que disait... C'est logique, c'est logique. Oui, tout à fait. Les gens se sentent moins bien protégés. Oui, merci. Tout à fait. Maintenant, par rapport à la gestion de la crise, là, je partage plutôt votre point de vue. Il y a toujours des jugements sévères avec une décorrélation. Des jugements positifs sur la dimension économique de la crise, avec Bruno Le Maire qui incarne bien les mesures, même si ce qui vient de se passer, les incohérences, et ce sont des incohérences sur petit commerce, grande surface, ce spectacle à la charge symbolique très forte dans un pays si attaché aux livres comme la France, si attaché aux librairies. On avait fait une enquête il y a quelques années sur qu'est-ce qu'on voudrait faire si on changeait de vie, et les deux métiers, les deux professions dans l'imaginaire des Français, c'était ouvrir un café, un restaurant et ouvrir une librairie. Ça a une charge symbolique très forte. Et des fois associer les deux. Voilà. Tout à fait. Maintenant, je suis frappé de voir que les critiques ont perdu de leur intensité sur la dimension manque de transparence, mensonge, qui était massive au moment du premier confinement. Rappelez-vous la pénurie de masques.
Maintenant, on est sur une critique en termes d'impréparation et d'absence d'anticipation, même si, il faut le dire, il y a des propos qui sont dans une logique d'exonération. Il y a la prise de conscience qu'on est face à un virus qui change, qui mute. On est très frappé par les divisions particulièrement spectaculaires de la communauté scientifique. Valérie, il y a à peine 15 jours, vous parliez de ces deux scientifiques, le professeur Toussaint, le professeur Blachier, qui s'étaient déchirés sur l'existence d'une deuxième vague. C'était il y a moins de 15 jours. Donc les Français sont aussi dans cet état d'esprit-là. Et moi, ce qui me frappe au-delà de tout ça, c'est leur incertitude et leur incapacité à se projeter. Oui, mais ça c'est sûr. Je vois à l'instant le tweet de Jean-Pierre Pernaut qui ce matin était dans sa voiture et dit « La France est confinée depuis ce matin, nous sommes le lundi 2 novembre, je suis sur l'autoroute A13 à une dizaine de kilomètres de Paris, bouchon habituel en fait de confinement. » Mais qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs Lui-même participant. Oui, mais il va bosser. Il va bosser, mais voilà. C'est bien la première fois qu'il est sur le terrain. Tout le monde, oh, vous êtes méchant. Non, mais tout le monde va bosser, quoi. Donc tout le monde va bosser. Tout le monde va bosser, mais parce que les gens ont besoin de bosser. Les gens ont besoin de relations sociales. Ils ont eu un premier confinement qui a été très dur. Je veux dire, le problème, c'est la répétition. Si on vous dit, on parle d'horizon, mais si on vous dit à Noël, vous allez être reconfiné, vous allez faire un Noël à minima, mais les gens, c'est terrible, c'est catastrophique. Et ce que vous disent vos auditeurs, ce que vous voyez comme message, c'est quand même, mais finalement, qu'est-ce que ça touche? Est-ce que les chiffres sont bidonnés? Parce que c'est vrai que vous regardez dans votre entourage, moi j'ai malheureusement, j'ai quasiment personne qui a été touché, qui a été malade, oui, qui a atteint le Covid, oui, mais hospitalisé, non. Et donc, si vous voulez, les gens, ils se fient à ça. C'est quoi? C'est ce que je vois au pas de ma porte. Donc, vous êtes d'accord que l'exemple n'a pas votre exemple individuel n'a pas valeur forcément. Non, il y a une auditrice qui nous dit, il y a une série d'exemples individuels. C'est ça. Il y a une série d'exemples individuels. Oui, il y a 35 000 personnes qui sont mortes. Mais est-ce que vous êtes allé vous dans les réanimations? Il y a une auditrice qui nous dit, ma fille travaille en réanimation. Ce sont des gens beaucoup plus jeunes aujourd'hui qui sont hospitalisés, qui ont entre 40 et 50 ans, avec des formes beaucoup plus graves. Alors, ils n'en meurent pas tous, fort heureusement, mais ils ont des formes graves. Donc, ce virus existe, ce virus fait du mal. Donc, voilà. Oui, c'est logique, sauf que en vous entendant, on a l'impression que vous balayez d'un revers. Non, mais on ne met pas ça en cause. On ne met pas ça du tout en cause. Si, vous dites, moi, je ne connais personne. Non, pas du tout, Valérie, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que bien sûr, je connais des personnes qui sont mortes, mais dans mon entourage proche, il n'y a eu que des gens qui ont eu le Covid de façon parfois lourde, mais pas être hospitalisés, et que si vous voulez, bien entendu, on ne remet pas en cause qu'il y a eu 35 000 morts, c'est une évidence. Mais les gens, si vous voulez, 35 000 morts, il y a 600 000 morts par an en France. Donc ils voient ça à l'aune de leur pas de porte. Non, et puis Valérie, le problème, c'est qu'on peut pas dire aux gens que tout ça est très grave, qu'il y a des morts partout, que la maladie est partout, etc. Et moi, je suis désolé, ce que dit Pernaut, il se plaint, mais enfin, la réalité, c'est qu'en fait, les gens ont le droit d'être dehors. C'est-à-dire que c'est ça. Mais c'est bien le paradoxe. C'est quand même le paradoxe, c'est qu'on nous dit que la deuxième vague est beaucoup plus pire que la première, et on a un reconfinement qui est moins parce qu'on peut pas arrêter l'économie. Mais si, on peut. Pardon. On peut pas arrêter l'économie. Ça, c'est une en réalité. Non, mais excusez-moi, on peut pas arrêter l'économie. On peut pas. Une phrase qui ne veut rien dire. Si. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez 400 000 morts, vous avez un coût économique. Mais dit aujourd'hui, il faut faire travailler l'industrie, il faut faire travailler les boulangeries, vous voyez très bien que les consommations de base, c'est l'agriculture. Je crois pas que les gens aient besoin absolument pendant le mois qui vient d'aller acheter des écrans géants chez Boulanger. Non mais attendez, là c'est un problème parce que on parle du collège, on parle des indépendants, on parle 6 mois qu'on dit aux gens consommer. Voilà, ça fait 6 mois que Éric Verhaeghe. Et là on nous dit ne consommez plus. Voilà, moi ce que je crois, c'est qu'en réalité on est en train de faire l'expérience une fois de plus de la différence entre ce qu'on se dit et le fait collectif. C'est-à-dire qu'en effet, il y a plein de gens dans les sondages qui disent « j'ai peur, blablabla ». Et en réalité, on fait avec. Et il y a ce qu'est la vraie vie, le réel. Et le réel, c'est quoi? C'est les gens qui ont envie de travailler, c'est les gens qui n'ont pas envie d'être confinés. C'est finalement une lassitude et petit à petit, une façon d'endosser ce qu'on pouvait prévoir depuis le début de l'année,
à savoir si on a le choix entre faire mourir 0,72% de la population, puisque c'est le risque, tout en restant actif et en piquinant pas les autres, et bloquer tout le monde pour sauver 0,72%, il y a un choix naturel qui est fait, qui n'est pas assuré. Vous vous rendez compte, Eric, il l'a évoqué, Olivier Véran, vous aurez 200 000 morts et vous reprocherez au gouvernement de n'avoir rien fait. Je suis pas sûr. Dans ce cas-là, pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe chez les gens comme vous, Eric, c'est-à-dire que vous dites, faut assumer. Dans ce cas-là, sortez tous sans masque et assumez de choper le Covid. Je pense que la logique du confinement ciblé et la logique qui consiste à dire les gens qui veulent se protéger se protègent. Et ceux qui ne veulent pas se protéger, c'est comme ça, ils assument. Moi, je suis absolument pas hostile au fait qu'on dise aux gens qui ne veulent pas se protéger, vous n'aurez pas accès à l'hôpital si vous tombez malade. Maintenant, je pense qu'il y a une réalité qui s'impose, c'est que vous pouvez édicter toutes les règles que vous voulez et faire toutes les leçons de morale que vous voulez et agiter autant que vous voulez l'émotion. La réalité humaine en France fait que les gens, ils en ont marre. Elle reprend le dessus. Ouais. Mais c'est pas ce que dit Frédéric. C'est pas ce que dit Frédéric. Mais je suis convaincu que des gens qui disent qu'ils ont peur sont aussi les premiers à sortir sans masque aujourd'hui dans la rue. C'est possible. On va y revenir. Et puis cette question de notre camarade Christian de Villeneuve qui participe régulièrement à l'émission, il dit l'incohérence des mesures et le manque de confiance dans le gouvernement risque d'alimenter le mécontentement populaire et de réveiller les gilets jaunes. Alors on va y revenir dans un instant avec vous. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, vous aurez la parole sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlons de ce reconfinement et nous avons Didier en ligne qui nous appelle de Martigues. Bonjour Didier. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bonjour. Oui, non, moi je voulais simplement dire qu'effectivement, nos dirigeants, ils font exactement dans la pensée macroniste, c'est-à-dire qu'ils veulent faire du en même temps. Donc moi je trouve qu'ils veulent... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Donc moi je trouve qu'ils veulent, effectivement, moi je suis d'accord sur ça, qu'ils veulent préserver la santé tout en voulant protéger l'économie, mais à force d'être comme ça dans la réaction, dans l'improvisation, moi je trouve qu'on perd le bon sens. On perd le bon sens dans le sens où le problème c'est que ils partent en quête de sens sans forcément avoir le sens de la quête. Et donc moi je pense de mon point de vue que ça finit par un non-sens quoi. Je vais vous donner un exemple tout court. Et là ils veulent maintenant masquer les enfants à partir de 6 ans. Ah, on vous entend plus, Didier. Ouvre pour préserver l'éducation nationale. Donc moi, je suis tout à fait d'accord sur ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une gamine, elle a 6 ans. Donc, elle est au CP, masquée. Donc, je suis vraiment le cas typique, quoi. Je suis parti au supermarché ce week-end avec ma fille. Je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer, je vais la masquer. Je vais essayer de voir un petit peu étudier son comportement, comment elle va faire. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'hypermarché, elle a rencontré une copine à elle. Donc, vous savez comme ça se passe les enfants, ça s'amuse et tout. Puis, à un moment donné, elle a voulu lui dire un petit secret dans l'oreille. La gamine lui a dit, écoute, je comprends pas ce que tu dis. Le réflexe d'un enfant de 6 ans, il va faire quoi? Elle enlève son masque. Elle enlève son masque, elle a dit son petit secret. Donc moi, ce que je me dis, c'est que comment les profs, ils vont faire pour gérer tout ça, quoi. Comment les profs, et je parle même pas de la récréation, Il y a les cours, c'est une chose, et en plus, il y a la récréation derrière. Donc moi, je me pose une question, c'est est-ce que les enfants, déjà, à la base, ils contaminent beaucoup? Est-ce qu'on a des chiffres sur ça? Moi, je n'ai pas encore reçu de chiffres. Quoi. Non, il y a une étude qui a été faite par le docteur professeur Cohen, mais qui est une étude de ce que j'ai vu qui n'a pas été publiée, donc qui n'a pas de fondement. Il y a des études israéliennes et américaines qui disent que les enfants sont des super contaminateurs. Oui, il y a des super contaminateurs, oui. Donc c'est vrai que je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse là-dessus. Merci Didier de votre appel. Ouais. D'accord, mais donc dans ça, pour finir, donc je dirais à ce moment-là, au lieu de faire toujours du en même temps ou du deux poids deux mesures, alors à ce moment-là, s'ils veulent masquer les enfants, alors qu'ils masquent aussi les maternelles, alors à ce moment-là, on peut descendre encore plus bas et encore plus bas et on peut. Non, apparemment les chiffres étaient à partir de 6 ans. Il y a eu extrêmement peu de cas, en tout cas repérés chez des enfants de moins de 6 ans. Mais c'est vrai que cette espèce de multiplicité des mesures qui ont été prises et qui sont pas forcément compréhensibles font que il y a cette défiance qu'on évoquait. La question que posait Christian de Villeneuve, Frédéric Dabi, à savoir est-ce que des mouvements populaires type Gilets jaunes peuvent se réveiller et est-ce qu'on peut assister à une vraie défiance physique et de manifestation face au gouvernement? C'est vrai qu'on arrive au deuxième anniversaire des Gilets jaunes, c'était mi-novembre 2018. C'est vrai que cette affaire de petit commerce versus grand
grande surface réactive ce que j'appelle le clivage gros-petit, c'est-à-dire l'idée que tout gouvernement, par sa politique, ses actions, favorise les gros. Les gros, c'est la banque, c'est Amazon, c'est tel ou tel acteur. Et c'est vrai que ça a été un vrai moteur de la mobilisation des Gilets jaunes. Pour autant, et nuancer ce que Christian de Villeneuve vous disait, Valérie, il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'est d'abord une crise du pouvoir d'achat, puisque c'est d'abord la taxe sur les carburants qui a fait on va y arriver. Beaucoup de Français dans les ronds-points. Et puis, c'est une crise du travail qui paye mal. C'est pas une crise liée au chômage. Là, le travail. On arrive quand même dans un contexte où on le voit très bien, l'inquiétude économique, la crainte de perdre son emploi est de plus en plus forte. Donc c'est quand même assez disjoint des mobilisations, des ressorts des Gilets jaunes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des manifestations, personne ne peut le dire. Oui, mais enfin, 10 juin, c'est-à-dire problème de pouvoir d'achat, vous allez l'avoir très vite. Oui, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au secours populaire dans les différents restos du cœur. 1 million de pauvres en plus, que le travail, vous dites c'était un travail qui paye mal, là le travail ne paye plus, puisque les gens vont se retrouver pour grande partie d'entre eux au chômage. Donc on peut imaginer une sorte de révolte. Alors, je rajoute un petit mot qui va vous faire crier, mais je l'assume. Dans cette période aussi, il peut très bien y avoir, comme on l'a vu au mois d'avril, un réflexe non pas d'union nationale, mais un effet drapeau qui profiterait à Emmanuel Macron sur le mode, dans un contexte de triple choc, choc sanitaire, choc économique, choc terroriste. Il y a un resserrement et une bienveillance plus forte à l'égard de la figure présidentielle, d'autant plus que maintenant, par rapport à la période d'avril, Emmanuel Macron bénéficie d'un Premier ministre fusible en la personne de Jean Castex. Oui. Et lui construit des critiques. Alors, qui veut réagir? On aura Éric Vérac. Moi j'ai le sentiment que la marque Gilets jaunes, elle est morte, elle a été dénaturée et de mon point de vue, elle n'est plus vivace. Et elle laisse le champ libre à des mouvements qui risqueraient d'être plus radicaux. Et moi, de ce point de vue, je suis plus inquiet par les troubles qui ont eu lieu hier à Bordeaux et dans certaines communes de banlieue parisienne qui sont des troubles liés à la vie de banlieue, si j'ose dire, c'est-à-dire aux couches les plus populaires de la population qui sont aussi issues de l'immigration. Et quand je lis les comptes rendus de la note que les services de renseignement ont adressée à Emmanuel Macron, indiquant qu'il y a une radicalisation en cours chez un certain nombre de musulmans et probablement une menace terroriste qui n'a jamais été aussi forte et qui atteint aujourd'hui des proportions massives, je pense qu'il ne faut pas faire de catastrophisme, mais je pense qu'aujourd'hui, la pierre la plus fragile de l'édifice, elle est plutôt du côté des banlieues. Et à mon avis, des banlieues qui sont très frappées par les disparitions des petits boulots, des emplois dans la restauration, des emplois saisonniers. Je pense que cette crise est productrice d'une grande misère dans ces banlieues. Et je pense que de ce point de vue, il y a plus de soucis à se faire sur ce qui va arriver à la périphérie des villes que dans le cœur des villes. Et à mon avis, le danger, il est plutôt là. Ça fait un certain nombre de semaines qu'on le voit mûrir dans les quartiers et les attentats terroristes sordides auxquels on a assisté en sont l'une des manifestations. Et je pense que le risque, il est plutôt dans une radicalisation de la vie des banlieues. Mais Eric, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention. Pas d'amalgame. Non, c'est pas d'amalgame, c'est pas d'excuse sociale au terrorisme. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est pas des terroristes qui seraient des pauvres qui auraient vécu dans la misère toute leur vie, etc. D'ailleurs, c'est assez rare dans le terrorisme islamiste de voir des gens qui sont des vrais pauvres, parce que les vrais pauvres, en fait, ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin de bosser, ils ont besoin de survivre. Voilà, ils n'ont pas le temps de s'amuser à passer des journées à se radicaliser. Donc, souvent, on a plutôt des espèces de classes moyennes déclassées comme ça qui pètent les plombs et qui passent à l'acte après s'être radicalisés après des mois, etc. Mais donc, il faudrait faire attention à pas donner l'impression que cet islamisme, qui est un islamisme politique, violent, terroriste, serait issu d'une misère sociale comme ça, des banlieues, etc. Je pense qu'il ne faut pas lui trouver d'excuses, même quand on veut trouver des explications. En réalité, le problème qu'on a, c'est que, je suis d'accord sur le fait qu'il y a évidemment la menace islamiste qu'il faut prendre en compte, etc. Mais le sujet, à mon avis, là, dans les mois qui viennent, c'est plutôt, si on parle en termes de masse,
la masse des Français en général, quelles que soient leurs croyances, leurs convictions, etc., qui passent sous le seuil de pauvreté. Bon, on voit qu'on a atteint des chiffres qu'on avait rarement atteints. Les Restos du Cœur, les Secours populaires, etc., disent qu'ils sont totalement submergés comme les hôpitaux, même davantage que les hôpitaux presque, à certains égards. Et donc le problème qu'on va avoir, c'est pas tellement cette question très localisée des banlieues que, en fait, un basculement massif d'une partie de la classe moyenne dans la misère. Et qui touche à un sentiment qui est probablement la peur des classes moyennes depuis des décennies dans ce pays maintenant, qui est ce fameux décrochage dans la misère, dans la précarité. Elles y étaient déjà, ces classes moyennes, mais dans la misère véritablement, dans la pauvreté, c'est la grande peur des classes moyennes qui peut déclencher des réactions violentes. On l'a vu avec les Gilets jaunes, ça peut prendre d'autres formes, parce que pour le coup, voilà, mais je crois, Eric, qu'il y a se concentrer. Le phénomène auquel tu penses, Mehdi, évolue. Et ce qui est intéressant dans la note des services de renseignement, c'est que justement, elle acte un glissement qui est en train de s'opérer et probablement une rencontre entre deux séries, c'est-à-dire une série religieuse, on va dire ça comme ça, et des préoccupations sociales. Et je pense que cette rencontre est en train de se faire. Non, mais ça, je suis d'accord que ça existe à certains endroits, mais ce que je veux dire simplement, c'est que tu as plein d'endroits où tu n'as pas de banlieue comme celle du 93, qui sont la banlieue type, si on veut résumer, quoi. Vraiment la banlieue un peu caricaturale qu'on voit dans les fictions, qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les reportages, etc., le truc qui fait un peu peur, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits dans notre pays aujourd'hui qui sont en train de décrocher socialement, qui sont des Français moyens, normaux, j'ai envie de dire, qui malheureusement, confrontés à ce basculement dans la pauvreté, peuvent passer à quelque chose de beaucoup plus violent. On a vu au moment des Gilets jaunes que des gens parfaitement normaux pouvaient d'un coup devenir fous et aller sur les Champs-Élysées pour tout casser. Le chômage partiel les protège. Le chômage partiel, moi je pense que peut-être on a perdu les Gilets jaunes. Alors la marque, je suis d'accord avec Eric, elle est, je veux dire, la séquence est passée, mais on peut très bien trouver une séquence veste jaune, dans le sens où ce sera des gens plutôt catégorie CSP+, cadres, indépendants, etc. Et le vrai risque, il est là. Il est là parce que on a eu les chiffres là de l'indemnisation. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait 1 an maintenant que les indépendants peuvent prétendre à des indemnités de Pôle emploi. C'est-à-dire que si vous avez eu 2 ans d'activité en tant qu'indépendant, vous pouvez, et vous n'avez plus d'activité en tant qu'indépendant du tout, vous avez abandonné votre activité d'indépendant, vous pouvez prétendre à une aide de l'UNEDIC. L'UNEDIC et Pôle emploi. L'UNEDIC avait tablé sur 30 000 demandes. Il y en a 2000 qui ont été adressées, et sur les 2000 qui ont été adressées, je crois qu'il y en a 800 qui ont été prises en compte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, il est sur la capacité des indépendants à avoir une aide sociale. Aujourd'hui, c'est le prêt garanti d'État, c'est les aides dont parle Bruno Le Maire, mais demain, c'est quoi? C'est des indépendants qui vont se retrouver avec une ardoise à l'URSSAF, à la CIPAV, et qui n'auront rien, et qui n'auront pas d'aide sociale. Même pas des chômeurs. On ne parle pas de chômeurs, là, on parle des gens qui n'ont rien du tout. Mais là, on parlait des conséquences justement de ça, de cette pauvreté. Et ça, c'est le vrai risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, on nous dit, l'État, il va à nouveau remettre 20 milliards d'euros au pot. Mais quand il va y avoir une vraie précarité sociale et économique, c'est-à-dire en 2021, d'ici 6 mois, qu'est-ce qui remettra au pot? Je veux dire, et comment on entretiendra la machine étatique qui est quand même lourde en termes fiscaux. Moi, c'est là qu'il y a une vraie inquiétude, et je pense que Emmanuel Macron a tout lieu de craindre une coalition en fait de toutes ces séries de problématiques sécuritaires, sanitaires, sécurité dans les banlieues, mais pas que, et précarité économique des gens. Et ça, c'est ce cocktail-là, il est très 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 dangereux, et explosif pour Macron. Allez, on va marquer une petite pause et on va revenir pour parler de l'hommage à Samuel Paty, un hommage à minima. Il était prévu une journée d'hommage. Finalement, ce sera une minute de silence. Enfin, la minute de silence a eu lieu d'ailleurs. On y revient dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. On nous avait annoncé un hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles le jour de la rentrée. Finalement, cet hommage se réduit à 1 minute de silence. Ce matin, un enseignant disait que c'était une minute de silence réductrice et méprisante. J'ai eu quelques enseignants qui m'ont envoyé des messages parce que je vous rappelle effectivement que Jean-Michel Blanquer a dit « Nous n'admettrons pas que la minute de silence ne
soit pas respecté. Cet enseignant me dit, il a encore de l'espoir, notre ministre. Déjà que la journée d'hommage s'est transformée en une minute de silence, car il a bien senti que ça allait être la merde, c'est son expression. Le recteur de mon académie a dit clairement au chef d'établissement que tout était annulé à cause de la menace terroriste. L'institution ne cache même plus les choses. Elle redoute une vague d'attentats. Un autre enseignant m'a envoyé une note reçue dans son établissement. Un rapport d'incident vous sera envoyé dimanche. Rapport à compléter si un ou plusieurs élèves venaient à avoir une attitude inadaptée. Dans ce cas-là, nous devons garder notre sang-froid, ne pas répondre, etc., etc. Si les élèves ne veulent pas respecter, ils peuvent sortir dans la cour. Donc, en fait, cette minute de silence, elle n'aura peut-être pas l'effet escompté. Qui veut réagir en premier? Éric Vérac. Oui, je pense qu'on assiste à un rétropédalage qui ne s'assume pas par rapport aux déclarations très belliqueuses du début et faites sous le coup de l'émotion. On voit bien qu'il y a deux phénomènes qui jouent. Il y a d'abord le fait que le rapport de force est de moins en faveur de l'institution dans l'école publique, parce que c'est vrai qu'une grande partie des élèves de confession musulmane condamne les caricatures et ne soutient pas l'hommage à Samuel Paty. Et donc c'est très compliqué d'enseigner frontalement contre une partie importante, une minorité importante des élèves, qui est majoritaire dans certaines écoles. Et deuxièmement, on voit bien que les protestations dans le monde musulman, au sens large, les appels au boycott, les manifestations, les menaces terroristes, sont en train de pousser le gouvernement à petit reculer. Ce qui n'est pas forcément idiot, c'est-à-dire que le sujet est suffisamment grave pour qu'on ne le réduise pas à 3 slogans et à deux déclarations de va-t-en-guerre. Simplement, il est un fait qu'aujourd'hui, l'école publique n'est plus clairement un véhicule de laïcité, et il est clair aujourd'hui que l'école publique de 2020 n'est plus l'école publique de Jules Ferry, et que l'engagement laïque n'y est plus aussi vaillant, et qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est pleine de doutes. Enfin là, on nous avait promis un hommage. Je vois René Chiche, enseignant, qui cite une circulaire. Lui aussi, les élèves ne souhaitant pas s'associer à la minute de silence pourront prendre un temps de pause dans la cour haute avant le retour en classe. Mais c'est hallucinant. Hallucinant. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est de voir que on voit un gouvernement qui des fois maintient ses positions là où on aurait envie d'adaptation. Devant les magasins. Et d'autre part, qui fait des volte-face ou des reculs sur des sujets où il n'y a pas de discussion à avoir. On est face à des enseignants qui ont un de leurs collègues qui a été assassiné la veille des vacances, le jour des vacances. Et ils vont reprendre les cours sans qu'aucun sens n'ait été donné à ce qui s'est passé. Mais c'est gravissime. On réduit ça à 1 minute de silence. Ça veut dire que vous avez des enseignants qui n'ont pas du tout digéré cet événement qui est dramatique. Vous avez des enfants qui sont partis en vacances dont on ne sait pas ce qui s'est dit chez eux et en famille autour de cet événement, à qui on pourrait redonner du sens sur ce qui s'est passé. Il y a quand même des explications à avoir, et on passe tout au rabais. Là, c'est incroyable. Moi, ce que j'entendais quand on dit, hier soir, le Premier ministre dit il faut se réunir, il faut être ensemble. Mais se réunir, être ensemble, c'est avoir des endroits, des lieux et des institutions où on redonne du sens aux choses et on redonne du sens républicain. Or là, on passe tout par pertes et profits. C'est incompréhensible. Moi, je trouve que ce recul encore, il y a du en même temps, c'est-à-dire le ministre qui dit nous ne tolérerons pas que la minute de silence ne soit pas respectée, et en même temps, on envoie une circulaire qui dit ceux qui ne veulent pas la respecter. C'est hallucinant, ça c'est. Mais est-ce que cette circulaire est une circulaire nationale ou... Oui, c'est ça. Elle est vraiment nationale. Visiblement, ce sont les rectorats, mais enfin, le rectorat, il est quand même, il dépend de l'éducation nationale, non? Oui, le rectorat, c'est le représentant du ministre de l'Éducation nationale, comme l'est le préfet pour l'intérieur. Donc oui, c'est lui qui représente le ministre dans l'échelon de la région. Oui. Ouais. C'est incroyable. Mais ça serait intéressant d'avoir ce document. Oui. Il l'a mis en ligne, vous pouvez aller voir, René Chiche. De même, Valérie, qui a été incroyable, cette histoire de message de Jean Jaurès qui a été tronqué, je ne sais pas si vous avez vu, dans des académies, notamment du centre et d'Occitanie, on a un message de Jean Jaurès qui non seulement a été tronqué, mais en plus où des mots ont été changés. Fierté a été remplacée par fermeté, c'est ça ?
enfin, où est-ce qu'on est, quoi. Je veux dire, moi, j'ai plus de mots pour qualifier cette situation. Oui, c'est ça. Oui, alors, c'est vrai Frédéric Dabi. Non, c'est vrai que en vous écoutant, je n'avais pas ces informations. Il y a un festival apparent de fausses notes qui va sans doute être très très mal perçu. Moi, je voudrais en fait insister sur la sidération, l'effroi que les Français ont éprouvé après la décapitation de Samuel Paty. On avait fait, vous en souvenez, Valérie, une enquête, non pas à chaud, parce que ça n'a aucun sens, c'était sondage à chaud, mais quelques jours après, où on avait 88% qui disaient que l'islamisme nous a déclaré la guerre. Je le donnais dans mon coup de gueule l'idée qu'il fallait continuer à enseigner les caricatures à l'école pour apprendre la liberté d'expression. Et c'est vrai que l'effet déceptif, si ce que vous dites a été non pas faux, c'est tout à fait vrai, j'en suis sûr, mais généralisé, il y aura un effet déceptif massif dans un contexte où, n'oublions pas, qu'est-ce que le pessimisme français ? Contrairement à ce qu'on dit, les Français ne sont pas si pessimistes que cela. C'est un pessimisme de projection. C'est le sentiment, à travers toute une série d'enquêtes, qu'on a le sentiment, pour 2 tiers des Français, que ces enfants vivront moins bien que soi dans 10 ans. Et dans ce cadre-là, il y a un surinvestissement des Français sur l'école, en termes d'ascension sociale, en termes d'apprentissage. Et c'est vrai que la crise de l'école fait extrêmement mal. Oui. Qui voulait réagir ? Moi, je suis tellement atterré que on en vient à chercher nos mots. C'est-à-dire que il faut quand même revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que d'abord, Emmanuel Macron, qui veut toujours faire du en même temps, a fait le chef de guerre dans un premier temps, et dans un second temps est allé à Canossa devant un certain nombre de dirigeants arabes. Et aujourd'hui, vous pensez à l'interview sur Al Jazeera ? Oui, je crois que c'est. Il a été assez ferme et assez clair. Il n'a pas été à Canossa. Enfin, il a été. C'est assez subtil. C'est assez subtil et intelligent. Il n'a pas. Je vais finir. Il n'a pas été capable d'articuler une ligne politique depuis le début du quinquennat, qui était une ligne engageante pour l'ensemble de la communauté nationale. Et d'ailleurs, il suffit pour s'en convaincre de se rappeler de son premier discours vraiment important sur la question de la laïcité. Il le fait devant les évêques de France en 2018 et il dit qu'il faut réparer le lien entre l'État et l'Église. Et donc, Emmanuel Macron est un faux laïc. Donc aujourd'hui, malheureusement, il fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances et en fonction des événements et des interlocuteurs, il se part d'un certain nombre d'habits. Il se déguise un jour en pilote, un autre jour, il met les habits d'un laborantin. Et ben là, en ce moment, il a mis des habits laïques. Et donc, il veut essayer de faire croire qu'il serait le champion de la laïcité. Et donc, il avait prévu, dans un premier temps, un hommage qui était à la dimension de son nouvel habit de vrai laïc et de vrai défenseur de la laïcité. Entre-temps, ont eu lieu plusieurs attentats, ont eu lieu les protestations d'un certain nombre de pays musulmans, et donc on voit aujourd'hui un rétropédalage qui est quand même totalement effrayant, non pas même pas sur les principes, mais sur le fait qu'on ne peut même plus dire à nos enfants que oui, quand un professeur d'histoire-géographie est décapité par un terroriste islamiste au titre de la religion et contre la liberté d'expression, on prend un moment pour se recueillir ensemble. Et je trouve qu'on a franchi un cap, on a souvent franchi des caps dans la lâcheté ces dernières années, mais je trouve qu'on a franchi un cap dans la lâcheté ce matin avec ces instructions qui disent que certains enfants, certains jeunes seront autorisés à quitter l'hommage, à ne pas y participer. Et on n'est même pas capable de dire à nos enfants à quel point ce moment est grave et à quel point la mémoire de cet homme mérite d'être respectée. Ce que tu dis, Mehdi, c'est juste une question d'humanité élémentaire. Ce que tu dis, Mehdi, donc, c'est que non, je voulais qu'il me précise parce que j'ai bien entendu sa pensée, mais je voudrais qu'il la reprécise. Ce que tu dis, c'est que donc l'événement et l'hommage qui devait être rendu a été en fait pensé à minima. Parce que il y a eu des... Non, il avait été pensé. Je pense qu'il avait été pensé de façon assez ambitieuse. Et oui, mais pourquoi le recul après le pragmatisme à cause des attentats. À cause des attentats et du risque d'attentat, oui.
Voilà, mais pas vraiment. Valérie, je suis désolé, mais il faut arrêter avec ce truc de Charlie devrait la ramener un peu moins. C'est quoi la prochaine étape? Il faut quoi? Il faut qu'on soit un peu moins libre. Il faut qu'on mange un peu moins ce qui est interdit par les livres religieux. Il faut quoi? Il faut que vous arrêtiez, vous, Valérie, qui est une femme, de conduire votre voiture librement. Il faut que vous arrêtiez de porter des pantalons. Il faut que vous vous habillez différemment. De toute façon, ces gens-là, et je dis ces gens-là parce que je pense à tous les intégristes religieux, et en particulier en ce moment aux terroristes islamistes, mais je pense à tous les intégristes religieux, détestent notre mode de vie. Donc ça ne sert à rien de croire que en rabattant un peu, en étant un peu moins, j'allais dire un peu moins français, mais en étant un peu moins dans la gaudriole, en étant un peu moins dans la caricature. C'est tout à fait ce que je disais sur mon coup de gueule. En se moquant un peu moins. Tout à fait ça. Il faut arrêter de croire qu'un jour ça les satisfera. C'est-à-dire tant qu'il y aura une goutte d'alcool, tant qu'il y aura une goutte de fête, tant qu'il y aura une goutte de liberté, ils voudront faire couler le sang. Donc, mais si ce que tu dis est grave, alors, parce que si on a pensé revoir l'événement et l'hommage en fonction de ces menaces-là, et donc d'un pragmatisme assez sordide, je trouve ça scandaleux. Mais ça a un nom, Jérôme, ça s'appelle le pas de vague. La lâcheté, la lâcheté. Ça s'appelle le pas de vague. C'est ce qu'on a dit malheureusement à Samuel Paty. Il y a plusieurs. Une auditrice nous dit attention, ce sont parfois des directives de proviseurs, certes, dans ce que moi j'ai reçu, mais quand bien même, c'est-à-dire que ces proviseurs, ce ne sont pas. Enfin, moi j'en ai eu 3. Alors tout à l'heure, je vous reprochais de faire une généralité de plusieurs exemples, mais là j'en ai 3. Et on a un enseignant qui nous dit on nous dit de faire très attention dans les transports en commun, de ne pas laisser apparaître que nous sommes profs à proximité de l'établissement. Vous vous rendez compte où on en est? Enfin, je veux dire, c'est fou. C'est complètement fou. Donc c'est quand même la vieille histoire de cette éducation nationale qu'on a zombifiée avec le temps en l'élevant au rang de mythe, de mythe républicain. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est une vaste bureaucratie qui ne veut prendre aucun risque et dont la mission éducative est passée au second plan. Pas aujourd'hui. Fondamentalement, il y a un sujet éducation nationale aujourd'hui. Mais il y a un sujet de la technostructure, il y a un sujet sur la technostructure d'éducation nationale, mais pas sur les professeurs. Là, c'est pas la question de l'éducation nationale, c'est la question du courage des politiques. Voilà, c'est qu'il faut arrêter de demander à un prof dans une classe face à des gamins qui font avec le réel, eux aussi. Mais quand on regarde les positions des syndicats enseignants ils ont été très fermes de la FSU, ils n'ont absolument pas été fermes. Ils ont refusé de prononcer le mot islamisme. Le communiqué du SNES sur la mort de Samuel Paty ne prononce pas le mot islamisme. Ça, c'est vrai. Donc évidemment, quand on a des syndicats qui sont les premiers à revendiquer de ne pas assumer les missions, on imagine bien que les élus ne vont pas faire la guerre à tout le monde. Ouais. Mais il fallait pas l'annoncer. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu des annonces faites. Soyons quand même prudents sur le bilan global de cet hommage. Oui. On verra effectivement, je pense qu'il y aura forcément ici ou là des endroits où les minutes n'auront pas été respectées, mais que globalement ça l'aura été, mais on verra demain. Merci à tous les 4 en tout cas d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Merci aux auditeurs de Sud Radio et on se retrouve nous demain.